Merci beaucoup. À vous entendre, effectivement, il devrait ainsi aller de soi que le féminisme ne puisse qu'être universaliste. Et que comme la laïcité, tout adjectif dont on l'affuble, n'est pour résultat, et souvent comme but d'ailleurs, que de l'affaiblir. Or aujourd'hui, l'universalisme se voit dénoncé comme arme de domination post-coloniale par une rhétorique relativiste du « c'est ma foi », donc c'est mon choix, donc c'est mon droit. Porté par une mouvance néo-féministe qui exalte les particularismes et exonère de toute critique l'ordre patriarcal religieux, pourtant le plus répressif et dévastateur pour les droits des femmes. Le brouillage des messages conduit ainsi à l'éclatement des solidarités féministes et laïques et à des régressions aussi dangereuses qu'insidieuses, car souvent le paré du masque trompeur d'une doxa prétendument progressiste. Ce sont sur ces nouveaux défis posés à nos convictions laïques et féministes et ces retournements sémantiques et idéologiques orwelliens sur ce qui fédère et ce qui divise que Gérard Biard va s'interroger et nous interroger. Gérard Biard, tout le monde le connaît comme essayiste, comme rédacteur en chef, j'espère ne pas me tromper, de Charlie Hebdo, comme profondément laïque, progressiste, homme de gauche. On le connaît moins, bien qu'on l'ait mentionné ce matin, comme cofondateur du seul mouvement entièrement masculin féministe, à savoir Zéro Macho, dont les combats sont multiples, mais actuellement essentiellement contre la prostitution, qui se cache souvent dans les salons de massage de la capitale ou d'ailleurs, et également coprésident du Front féministe international. Donc je vais m'arrêter là et je te donne tout de suite la parole. Je te donne tout de suite la parole. Il n'y a pas de problème. Merci. D'abord, je voudrais remercier Michel Viannès de m'avoir invité à prendre la parole à l'occasion de ce 25e anniversaire de Regard de Femmes dans une assemblée féministe. Et je te remercie de ne pas m'avoir obligé à faire une transition de genre pour venir. Et alors, la première fois que j'ai lu le déroulé du programme de cette journée et l'intitulé de mon intervention, j'ai cru à une blague, ou au minimum à une faute de frappe. Et j'ai donc appelé Michel Viannès qui m'a dit « Non, c'est bien ça, la laïcité, principe fédérateur ». Sérieux ? Bon, bien sûr, si on parle ici de laïcité dans cet hémicycle, entre nous serons toutes et tous d'accord. Mais hors de cette salle, face à d'autres assemblées, au travail, entre copines ou copains de gauche, même entre copines féministes, vous avez déjà essayé de prononcer ce mot, et rien que ce mot, laïcité, sans ajouter inclusive, ouverte, apaisée, positive, ou au contraire radicale, répressive, excluante, discriminante, voire carrément islamophobe. Alors faites l'expérience. Nous sommes dans une ville dirigée par la gauche dite écologiste et qui se revendique bien sûr féministe. Entrez dans la mairie, plantez-vous au milieu du hall et criez « La laïcité n'a pas besoin d'adjectif à la noix ». Vous allez voir ce que vous allez fédérer. Alors, si vous le permettez, je vais modifier l'intitulé de mon intervention. La laïcité, principe courageux. Car oui, aujourd'hui, il faut du courage pour défendre, sans circonvolution hypocrite, ce principe pourtant inscrit dans notre Constitution. Et pourtant, la laïcité est bien un principe fédérateur. Elle l'a été, et elle devrait toujours l'être. Elle devrait rassembler toute la gauche, toutes et tous les féministes, tous les Français et toute l'humanité. Seulement voilà, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé l'ordre et la logique politique. Historiquement et idéologiquement, la laïcité est liée à la gauche. C'est la pensée des Lumières, la liberté de conscience, l'émancipation, le libre arbitre, la liberté d'expression et le droit au blasphème, la primauté des lois civiles sur les lois divines. C'est la gauche qui a bataillé pour la loi de 1905 et qui l'a fait voter. La première loi sur les signes religieux à l'école date de 1937. C'est la circulaire Jean Zay, ministre du gouvernement du Front populaire. Or, désormais, tout est cul par-dessus tête.
C'est l'extrême droite qui prétend défendre la laïcité, avec les sales arrière-pensées qu'on lui connaît, car elle ne la défend que pour attaquer les musulmans et seulement les musulmans. Et c'est la gauche qui défend les fanatiques religieux. Le tournant décisif s'est produit en 1979 avec la révolution islamique en Iran. La gauche romantique s'est émourachée des mollahs qui avaient chassé le grand Satan américain. Peu à peu, Mahomet a remplacé Marx dans l'idéal révolutionnaire. À mesure que le communautarisme et la défense des identités, je mets des gros guillemets, prenaient le pas sur l'universalisme. Et comme cette gauche n'était elle-même pas dupe de cette trahison historique et idéologique, elle l'a maquillée sous un vernis sociétal. Il n'était bien évidemment pas question de défendre ouvertement un culte, alors on en a fait une culture. Pour les gauches occidentales, l'islam a remplacé le prolétariat et les musulmans sont devenus les nouveaux damnés de la terre. Non pas parce qu'ils étaient persécutés par des tyrans religieux dans leur propre pays, ni même parce que dans les pays occidentaux, ils devaient souvent faire face au racisme et aux discriminations. Ça, ce n'est qu'un prétexte pour se donner bonne conscience, mais parce qu'ils étaient musulmans. La doctrine a tranquillement fait son chemin, prospéré, pour finalement s'imposer. Et aujourd'hui, Mélenchon insulte tout le monde, sauf les islamistes. Des élus insoumis au Europe Écologie Les Verts déclenchent un psychodrame sur la baya et osent parler de police du vêtement, comparant la France laïque et l'Iran des mollahs. Ils refusent même désormais de nommer le terrorisme là où il frappe dans toute son horreur. Dans certains cercles universitaires, intellectuels, politiques et médiatiques, vous réclamez de la parole burnée du prophète, vous mettez à l'abri de toutes les accusations infamantes. Misogynes, réacs, racistes, obscurantistes, homophobes, fascistes, gros beaufs. Cela fait de vous, par principe, un être de pure lumière, aux yeux énamourés de celles et ceux qui ont décidé que, quoi que vous fassiez, vous avez une bonne raison pour le faire. On a même entendu des militantes féministes dire que si les femmes étaient harcelées et insultées quand elles passent dans les rues de certains quartiers, il fallait élargir les trottoirs. Car il s'est malheureusement passé la même chose au sein du mouvement féministe, où la question du voile est devenue un sujet d'affrontement, alors qu'elle devrait en toute logique faire consensus. Dans la majorité des sociétés et des États qui en ont fait un symbole, le voile, c'est d'abord un marqueur social, un signe d'infamie qui place celle qui le porte au mieux en retrait du champ public, à sa place, au pire totalement à l'écart, effacée du regard des autres par une burqa ou un niqab, quand elle n'est pas tout simplement maintenue au confinement dans la sphère privée et domestique. Le voile dit que la femme, naturellement impure, n'est pas l'égale de l'homme, qu'elle ne dispose pas des mêmes droits et qu'elle lui doit soumission. C'est bien plus qu'un signe religieux, puisque ceux qui entendent l'imposer partout et pour l'éternité veulent l'imposer à toutes les femmes, et pas seulement aux musulmanes. Il est étrange d'entendre certaines féministes revendiquer, défendre le port du voile au nom du choix et de la libre disposition de son corps, alors même qu'il est l'instrument d'un pouvoir patriarcal multiséculaire et que partout dans le monde, des femmes meurent ou subissent des violences parce qu'elles refusent de s'en couvrir. Ce n'est pas un hasard si l'on peut mesurer le degré d'intolérance et d'obscurantisme d'un régime islamiste à la longueur et à la mise du voile des femmes. Dans l'Iran des mollahs, le régime en a fait un véritable emblème du pouvoir. On le sait depuis l'assassinat de Mahsa Amini, il y a maintenant plus d'1 an. Des étudiantes peuvent y être lynchées au fond d'un commissariat pour un voile mal ajusté. Une femme qui ose sortir tête nue ou en portant des vêtements inappropriés s'expose désormais à une peine de 5 à 10 ans de prison. Au printemps dernier, le vice-président iranien, Mohammad Deghan, déclarait, c'est un aveu, sans le hijab, la République islamique n'aurait pas beaucoup de sens. Dans la Turquie, toujours moins laïque et toujours moins démocratique d'Erdogan, le voile sert de cheval de Troie pour faire reculer la mixité dans certains secteurs publics, comme la santé et l'éducation. Alors, regardons la réalité en face. Le voile incarne moins une conviction religieuse qu'un agenda politique et sociétal dont il est urgent de prendre la véritable mesure.
Le jour où plus une seule pierre, plus une seule injure ne sera jetée au visage d'une femme sans voile, alors on pourra parler de choix ou de signes religieux. En attendant ce jour, qui est encore loin d'être annoncé, le voile est d'abord un stigmate, et pour le moins discriminant. Alors s'il faut user des termes stigmatisation et discrimination, c'est à l'égard des lois qui l'imposent, pas de celles qui disent qu'on peut s'en affranchir. Quand on dit à une jeune fille qui porte un hijab qu'elle doit le retirer lorsqu'elle entre dans l'enceinte scolaire, que lui dit-on en réalité? Qu'elle a le droit de le porter, puisqu'elle pourra le remettre une fois sortie de l'école, mais aussi et surtout qu'elle a le droit de ne pas le porter. Et que lorsqu'elle ne le porte pas, il ne se passe rien. La terre ne s'ouvre pas sous ses pieds et elle n'est pas précipitée en enfer. Voilà ce qu'on n'a pas dit sur la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. C'est aussi une loi d'émancipation, parce que la laïcité, c'est aussi un principe émancipateur, comme l'a rappelé Françoise Laborde. On remarquera que le féminisme est aujourd'hui attaqué avec les mêmes armes qui servent à attaquer la laïcité. Tout récemment encore, une tribune pétition publiée sur Mediapart et prétendant défendre les femmes iraniennes, avec tout de même un an de retard, comparait la lutte du mouvement Femmes, Vie, Liberté aux émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Naël. On aimerait comprendre le rapport. Et dénonce, je cite, un féminisme libéral, islamophobe et transphobe. Quand on prétend incarner le féminisme, on lui adjoint, comme pour la laïcité, des adjectifs pour en amoindrir le sens, voire pour l'en vider totalement. On parle de transféminisme, d'écoféminisme, d'afroféminisme, de féminisme islamique, de féminisme chrétien. Et pourquoi pas de féminisme machiste, tant qu'on y est? Nous en sommes tous et tous convaincus ici, le féminisme ne peut être qu'universaliste. La moitié de l'humanité, comme on le rappelait ce matin, ne peut être considérée comme une communauté, encore moins une minorité. Les droits des femmes concernent la totalité des habitants de la planète. Ce sont des droits humains universels et ils ne sauraient être découpés en tranches en fonction de je ne sais quelle particularité culturelle, régionale ou religieuse. Personne n'a jamais prétendu que la laïcité implique automatiquement l'égalité des sexes. Elle n'en fait pas mention et ce n'est d'ailleurs pas son sujet. Mais l'égalité des sexes, déjà bien difficile à obtenir avec la laïcité, l'est encore davantage sans la laïcité. En France, c'est bien la laïcité, parce qu'elle a permis de marginaliser le discours religieux dans l'arène politique, qui a rendu possible la légalisation du divorce et de l'IVG, la dépénalisation de l'homosexualité, le mariage pour tous, et plus généralement le combat contre les inégalités entre les femmes et les hommes, que les religions, toutes les religions, justifient au nom d'un ordonnancement divin et une bonne répartition des rôles. Les religions n'ont jamais donné aucun droit aux citoyens, encore moins aux citoyennes. Au contraire, elles s'ingénient à leur en retirer. La question n'est donc pas de savoir si la laïcité est du côté des droits des femmes, mais de savoir si les religions le sont. Et la réponse est non. Par conséquent, si nous voulons toutes et tous construire un monde où l'égalité n'est pas seulement un élément de langage et où les droits des femmes seront respectés, il n'y a pas d'autre alternative que la laïcité. C'est en cela d'abord qu'elle ne peut qu'être fédératrice. Merci.